À voir et à manger, le podcast où on parle nourriture, gastronomie et images de marque. Je m'appelle Audrey Laurel, je suis graphiste culinaire et passionnée par ce métier que j'exerce en indépendante depuis 10 ans maintenant. Chaque mois, je pars à la rencontre de ces artisans du goût, acteurs de la food et de la gastronomie, pour les questionner sur leur rapport à leur image de marque et pour débattre avec eux de l'adage « on mange d'abord avec les yeux ». À travers ces conversations passionnées, j'ai à cœur de mettre en lumière des projets alimentaires innovants et durables, mais surtout les hommes et les femmes qui les portent. J'espère que vous prendrez plaisir à écouter nos échanges et à découvrir les parcours inspirants de mes invités. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Christophe, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment très honorée de te recevoir sur ce podcast. Tu n'es pas un acteur du monde culinaire à proprement parler, mais tu as vraiment toute ta place ici. Issu du monde du papier de luxe, tu as travaillé chez les plus grands papetiers en enchaînant les postes à responsabilité et à l'international. Et aujourd'hui, tu multiplies les casquettes et les talents. Tu es à la tête de Aidoma, une société de consulting, mais tu es aussi conférencier, formateur, instructeur de karaté, un peu poète et auteur de Attack the Attack, un livre autobiographique que tu as auto-édité. Dans tout ce que tu fais, tu as à cœur de transmettre l'importance du détail et de la relation humaine avec beaucoup de passion et d'engagement personnel. Mais si tu es là aujourd'hui, c'est surtout pour nous parler de ton rôle au sein des épicures de l'épicerie fine, en tant que jury sur le trophée du packaging alimentaire. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux déjà te présenter rapidement, nous parler de ton parcours et de comment, du monde de la papeterie de luxe, tu te retrouves dans le monde de l'épicerie fine? C'est une question très juste. En fait, c'est le fruit du hasard. Quand j'avais une vingtaine d'années, je rencontrais quelqu'un qui m'a dit, il faut que j'ai besoin de vous pour travailler dans mon entreprise. Et en fait, c'était une entreprise qui vendait du papier en France. Et je me suis intéressé tout de suite sur les sujets qui m'avaient été confiés, notamment sur les papiers fins, les papiers de luxe, les jolis papiers. Ces papiers qui font que lorsqu'on a un joli papier dans la main, on se dit ah mais c'est joli ça. Donc c'est un rapport très émotionnel au papier. Ça, ce n'est plus un support d'impression, c'est un support de création. Et donc il y avait tout un écosystème assez complexe à convaincre, parce que dans le monde du papier, il y a ceux qui achètent, c'est souvent les imprimeurs. Il y a ceux qui décident, souvent les marques. Il y a ceux qui conçoivent, souvent des designers. Et ces gens-là ont des intérêts parfois un peu différents, des objectifs différents par rapport à des raisonnements économiques. Et donc, ce métier m'a beaucoup plu. Et petit à petit, j'ai gravi les échelons. Voilà, j'avais très envie un jour d'être le directeur marketing d'un groupe iconique de papier, mais il s'appelle Arjo Wiggins, qui n'aura pas supporté la crise de ces dernières années. Mais quoi qu'il en soit, c'est une entreprise qui a rayonné pendant des centaines d'années et surtout ces 50 dernières années en tant que image iconique des papiers de luxe. Voilà, donc mon parcours est assez simple. J'ai démarré en bas de l'échelle et puis je ne sais pas si je suis arrivé en haut, mais en tout cas j'ai fait ce que je voulais, c'est-à-dire être le directeur marketing international de ce groupe, qui m'a donné l'occasion de me déplacer, de rencontrer beaucoup de monde à travers le monde. Et lors de mes voyages, on ne peut pas rentrer dans n'importe quelle ville du monde sans voir écrit Paris quelque part. Et Paris, c'est beaucoup le luxe, c'est beaucoup le parfum, c'est beaucoup la mode, la cosmétique, mais c'est aussi la nourriture. Et forcément, nous cherchions à développer nos ventes. Et plutôt que de vendre du papier pour essayer de faire des boîtes de parfum, on s'est intéressé à l'épicerie fine. Parce que l'épicerie fine, c'est au minimum une belle étiquette et puis peut-être une belle boîte. Alors, il a fallu percer un peu ce secteur. Et en parcourant ta bio LinkedIn, j'ai aussi découvert que tu étais membre de la confrérie des Chevaliers du Camembert. Ah oui, une dizaine d'années. Alors, je suis oui. hyper curieuse de connaître l'histoire parce qu'en plus, le Camembert, ça vient de chez moi. Alors, comment tu t'es retrouvée là-dedans? Quelle est la mission de cette confrérie? Ah, c'est très amusant. En fait, je vais en Normandie depuis très longtemps pour y passer des vacances. C'est un endroit que j'aime énormément. Et comme je suis beaucoup sur l'authenticité, la vérité, la qualité des produits, le Camembert, c'est le produit le plus connu, le fromage le plus connu dans le monde. Je parlais de Paris tout à l'heure en disant ses parfums, sa mode, etc. Mais si on parle de fromage, n'importe quel étranger vous dit
Ah oui, le camembert. Et donc, je me suis intéressé au camembert et j'ai rencontré la confrérie du camembert par une amie qui vit en Normandie depuis longtemps et qui m'a demandé il y a longtemps maintenant de rejoindre la confrérie. Et voyageant énormément, ce qui m'intéressait, c'était de parler de la composition d'un vrai camembert, en disant, bah, finalement, pour faire un bon camembert, qu'est-ce qu'il faut? Bah, il faut d'abord de bonnes matières premières, et les matières premières sont où? Bah, c'est l'herbe. C'est l'herbe que les Mhm. vaches vont manger pour fabriquer du bon lait, et pour que cette herbe soit bonne, faut qu'il y ait un beau soleil. Et une fois qu'on a ça, on va utiliser les techniques de production ancestrales, de faire cailler son lait comme le faisait Marie Harel qui a inventé le camembert, et puis ensuite de le mouler à la louche, et de prendre le temps qu'il faut pour le mettre à la disposition du consommateur et pas les empiler dans des supermarchés en attendant qu'ils mûrissent, qu'ils Mhm. maturent tranquillement dans les rayons. Et finalement, cette confrérie du camembert m'a fait rencontrer des gens qui étaient absolument passionnés par leur métier, des jeunes qui montaient des fromageries incroyables, des personnes qui faisaient très attention aussi au côté très authentique du produit, bien entendu, mais aussi de son emballage. Et de Mhm. l'étiquette de camembert, il y a un musée de l'étiquette de camembert à Vimoutier. Ah, je savais Euh, même pas. on fabrique, parce que le mot camembert est protégé, mais Mhm. on peut fabriquer du camembert en Alsace. Ça n'a strictement aucun sens de mon point de vue, mais ça n'empêche pas que c'est sûrement un très Mhm. bon fromage. Et donc, il y a des étiquettes très amusantes sur le camembert. Mais du coup, tu as un rôle actif dans cette confrérie? Absolument, absolument. Je m'occupe de la communication de la confrérie Génial. et je participe à beaucoup de réunions avec d'autres confréries, la confrérie du Livaro, la confrérie du Cervelas, la confrérie du Homard Bleu, enfin tout un tas d'épicuriens qui défendent leur territoire, qui défendent leur terroir, qui défendent leurs origines, leurs traditions. Et, Super. et donc ça me fait rentrer dans un univers euh, finalement assez peu connu, mais de gens qui Et défendent oui. vraiment leurs produits d'origine. Et ben, écoute, c'est rigolo parce que moi, c'est un de mes projets de rêve, voilà, de faire l'identité visuelle d'une confrérie. Donc voilà, si un jour t'entends parler. Donc pour revenir aux épicures, comment tu t'es retrouvé jury des épicures de l'épicerie fine? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que nous, en tant que papetier et en tant que directeur marketing de cette entreprise internationale, on voulait diversifier notre activité en dehors du packaging de luxe tel qu'il est connu, en cosmétique Mmh. notamment. Et j'étais approché par le monde de l'épicerie fine qui recherchait des sponsors. Ils organisaient le premier prix des épicures, donc c'était il y a 10 ans. Et le prix des épicures est un prix gustatif qui récompense les meilleurs produits par catégorie. Donc moi j'étais juste sponsor, donc bah, clairement je participais financièrement à Mmh. la réussite de ce premier épicure. Et puis avec sa directrice, lorsqu'on a fait le débriefing à la fin de la première édition, je lui ai dit, écoutez, moi je pense que c'était une très grande réussite, mais si je me permettais, je rajouterais un prix. Je rajouterais le prix du packaging. Parce que lorsque l'on va dans une épicerie fine et qu'on se retrouve devant Mmh. un mur d'huile d'olive, la question qu'on se pose, c'est laquelle je prends. Et soit le vendeur de l'épicerie fine est au courant et essaie de vous informer, vous aiguiller, soit il Mmh. ne sait pas, et donc on choisit un peu par hasard. Euh, alors je lui ai proposé de monter ce prix du packaging et de se poser la vraie question qui est pourquoi est-ce que ce packaging existe? Pourquoi est-ce qu'il a été fait comme ça? Quelle est son histoire? Quel est le message que le producteur veut porter? Et est-ce que finalement, et c'est le but premier, est-ce que ça éclaire le consommateur ou pas? Mmh. Alors elle m'a dit, c'est une très bonne idée. Est-ce que vous pouvez prendre la présidence de ce jury et l'organiser? Alors c'est ce qu'on a fait.
D'accord. Ah ben je savais pas que tu en étais à l'origine, donc écoute, Oui, c'est j'ai ce d'autant plaisir. plus, J'ai ce plaisir. et alors quels critères sont pris en compte, dans l'attribution de ce prix, sur quels critères vous jugez les packagings qui vous sont présentés? Eh bien, on juge ça sur la façon dont le producteur nous raconte son histoire. En fait, le prix était attribué et est attribué en fonction d'une forme d'interview qui est Ah! faite avec un jury composé de 3 personnes. La première personne, c'est un designer, un graphiste, quelqu'un qui travaille dans les arts graphiques. Bon, c'est vraiment le métier de faire du design. Euh, une grande marque. On a eu Fauchon qui faisait partie de ce jury. On a eu aussi des restaurateurs, notamment le fameux groupe Bertrand, et moi-même qui intervenais avec une double casquette, la casquette du papetier, entre guillemets du spécialiste en impression et en réalisation d'objets en papier, Mmh. et puis aussi lié à mon expérience marketing, qui est mon métier de base en fait. Alors le principe était assez simple, on recevait les producteurs un par un, et on les recevait pendant une vingtaine de minutes, ce qui laisse le temps de découvrir un peu leur univers, et on les questionnait sur et l'origine du produit, comment est-ce qu'ils voulaient le vendre, quelles étaient les valeurs de ce produit, pourquoi est-ce qu'ils avaient mis en place ce packaging, pourquoi est-ce qu'ils avaient dessiné cette étiquette, et finalement quelle était la raison d'être de Mmh. l'habillage du produit. Et, euh, et les critères n'étaient pas du tout sur des critères j'aime ou j'aime pas, Bien sûr. ça serait ridicule, mais sur des critères beaucoup plus techniques, sur est-ce que finalement la réalisation du packaging correspond Mmh. au message que veut faire passer le producteur. Donc c'est une démarche complètement marketing qui est est-ce que j'arrive à bien dire ce que je pense bien. Et vous en receviez combien? On en recevait beaucoup, on en recevait presque une dizaine, et il y avait 3 gagnants. Et alors ce qui était très amusant, c'est que les producteurs qui venaient nous voir, alors il y en avait, c'était super, il y en avait d'autres, ça n'allait pas. Et quand ça n'allait pas, on leur disait pourquoi ça n'allait pas, et on leur expliquait quels conseils on pourrait leur donner par rapport aux choix graphiques qu'ils ont fait, par rapport aux choix esthétiques qu'ils ont fait, par rapport au volume aussi que peut représenter l'emballage ou son conditionnement. Mmh. Et très souvent, on nous disait, ah mais c'est vachement bien de nous parler comme ça parce que enfin, normalement c'est payant ce Ouais. genre de conseils. Mmh. Et je dis, ben non, là c'est pas payant, là c'est pas une question de payer, c'est une question de se rencontrer. Mmh. Parce que vous venez dans un prix qui est un prix important dans le milieu de l'épicerie fine, qui a pris une notoriété absolument gigantesque, et sans concurrence, enfin ils ont fait un travail absolument énorme. Mmh. Et donc, vous êtes là pour nous ravir nos papilles. Eh ben, nous, on est là pour vous aider si vous en avez envie. Ah, c'est génial parce que c'est vrai que l'équivalent, voilà, quand on pense par exemple au Michelin ou quoi, où en fait ils ont jamais de retour sur comment progresser et je trouve que ça a pas de sens de pas de faire de retour pour justement que les gens puissent progresser, quoi. Ah bah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais dire aux gens, vous êtes beau, c'est parfait, ne changez rien, Ouais. on va nulle part, hein. Mais je pensais par contre que vous jugiez tous les produits qui étaient en compétition, toutes catégories confondues? Alors, il y a des produits qui ne peuvent pas participer à ça parce qu'il y a des produits qui ne font aucun effort sur le packaging ou très peu. Euh, Quand je dis ils ne font aucun effort, je suis volontairement provocateur. Il y en a qui veulent rester dans la tradition. Donc la Mmh. tradition, c'est un pot, une étiquette, une écriture à l'ancienne, et puis voilà, c'est fini. Et puis il y a ceux qui ont une démarche un peu plus aboutie. Et d'ailleurs, avec le recul, on s'aperçoit que c'est avec ce regard-là que les consommateurs choisissent les produits. Mmh. Parce que finalement, on est quand même en 2023. Donc en 2023, avoir un emballage qui fait type à l'ancienne pour dire que c'est comme à l'ancienne, c'est pas très crédible. La ficelle est un peu grosse quand même. Mmh. Et donc faut trouver cette bonne alchimie, ce bon écart entre j'utilise quelque chose d'attractif parce que quand on achète un produit qui est au-dessus de ce que je peux acheter dans un supermarché, il Mmh. faut que ce soit beau.
Et bon, il faut évidemment que ce soit bon, ce qui est souvent le cas d'ailleurs. Mmh. Et, euh, et donc, il y a une grande source de demande pour affiner ces packaging. Mmh. Et est-ce que tu crois que, dans les autres trophées, donc vraiment, par catégorie, est-ce que le packaging intervient quand même dans la remise des prix, sur les autres catégories? Absolument. Cette année, j'ai eu l'occasion de rencontrer, de déjeuner avec des acheteurs de la grande épicerie de Paris, Mmh. qui sont des gens de très haut niveau qui font un travail absolument remarquable. Et il y avait une table de jury, ils travaillaient sur des tartinables. Et je regardais leur grille d'appréciation pour finalement apporter une note Mmh. au produit. Et il y a une catégorie packaging. Et OK. la catégorie packaging représentait 15% de la note. Ah! Ah oui, c'est énorme. Donc 15% de la note, c'est pas 5%, c'est 3 fois Ouais, plus. Et donc c'est un élément très important, qui est pris vraiment en considération, y compris pour l'attribution du prix OK, gustatif. génial. Donc ça veut dire que ça rentre dans les mœurs. Ça veut dire que les producteurs font attention à leur packaging. Ça veut dire aussi que ils sont conscients qu'il faut faire quelque chose de beau, Mmh. ce qui me paraît assez naturel. On vit quand même dans un environnement où on essaye de faire des choses qui sont propres. Enfin, donc cette éducation graphique, elle remplit un peu notre quotidien. Dans certains pays plus que d'autres, l'Angleterre, la Hollande, Mmh. tout est designé. Oui, c'est ce que tu disais dans un de tes entretiens, dans une de tes interviews, qu'en France, on n'a pas encore cette culture Bah, pas de partout. tout ouais. Ah oui, pas partout, pas partout. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de boutiques où finalement on pose des produits comme ça sur des étagères et puis voilà, ça fait partie du style. Ouais, c'est rigolo. Et est-ce que tu peux citer, alors je pense à une que tu m'as citée plusieurs fois dans nos échanges, mais est-ce que tu as un exemple de marque qui pour toi a vraiment, tout réussi, qui est une référence, pour toi sur le sujet du packaging alimentaire? Oui, alors j'ai quatre marques en tête qui Mmh mh. ont reçu un prix au cours de ces dernières années. Euh, la première, je trouve que c'est un coup absolument extraordinaire, c'est la boisson sans alcool à base de gingembre, le fameux Jimber. Mmh. Et donc le produit est un produit sans alcool à base de gingembre et d'herbe et qui sert de boisson apéritif rafraîchissante pour laquelle on peut faire tout un tas de différents types de boissons en fonction de ce que l'on y rajoute. Mais ils ont gagné le prix du packaging assez rapidement, enfin tout de suite, la première année. Et depuis, rien n'a changé. L'étiquette est restée la même. Ils ont sorti un deuxième produit, ils ont su la décliner. Ils ont sorti un troisième produit, ils ont su la décliner. Mmh. Ils ont trouvé des autres systèmes d'emballage pour que le produit corresponde, en termes financiers probablement, à ce que le consommateur était prêt à investir dans ce produit. Est-ce que je dépense 10 euros? Est-ce que je Mmh. dépense 20 euros? Est-ce que je dépense 30 euros? Et donc c'est le conditionnement, il fallait que tout ça fonctionne. Je rentre dans une épicerie fine il y a quelques jours, je tombe sur un présentoir Jimber. Alors je rentre dans l'épicerie fine, je dis mais il dit, ah ouais, oui, ils nous ont proposé ça, c'est merveilleux. Moi, ça habille ma boutique, ça fait un Mmh. corner qui est joli, ça n'a rien de publicitaire, c'est pas une tête de gondole qu'on pourrait retrouver dans un supermarché. Eh bien voilà l'exemple d'un magnifique produit qui, par le packaging, par la PLV, par l'emballage, par sa communication, est devenu le numéro un des ventes sur ce type de boisson. Et il y a une autre marque que j'avais envie de citer tout de suite, c'est les chocolats. Il y a les chocolats Encuentro qui sont fabriqués par un couple de jeunes Lillois. Et ils ont une approche très très belle de leur packaging. Ils ont travaillé sur la cabosse au cacao avec différentes couleurs, des aquarelles. Et ils ont Mmh. eu surtout au début l'intelligence de vouloir mettre la plaque de l'autre côté
pour que le produit puisse bien se voir lorsque l'on ouvre la plaquette. Parce que lorsqu'on ouvre une tablette de chocolat, le produit est à l'envers, en fait. Les carrés de chocolat sont de l'autre côté. Et alors, ça apportait un soin extrêmement raffiné dans le design. Et là aussi, comme eux ont travaillé sur un code graphique très établi, très charté, fait par des professionnels, ils étaient les premiers à faire ça. Ils ont pu décliner toute leur gamme, qui doit compter une trentaine de saveurs, et tout ça donne une cohérence graphique extrêmement belle. Quand ça arrive en boutique, ça occupe forcément l'espace du linéaire de façon extrêmement esthétique. C'est gagnant pour tout le monde. C'est gagnant pour le producteur qui est cohérent dans sa gamme. C'est gagnant pour le revendeur qui finalement a quelque chose de beau à montrer à ses clients. Et c'est gagnant pour le client parce que le client reçoit une explication extrêmement claire sur le produit. Ça, c'est deux exemples que je trouve assez particuliers. Et puis, un peu plus sobrement, mais c'est aussi très intéressant, il y a des sirops. Les sirops s'appellent les sirops Lysipe. Et Lysipe fait des produits absolument extraordinaires. C'est des sirops de fruits. Et ils ont travaillé beaucoup sur la bouteille parce que leur produit a une très jolie couleur, a une très belle transparence. Enfin, le produit est très beau. Et ils ont mis en avant la couleur de ce produit. Et finalement, l'étiquette est assez sobre, elle est assez simple, elle est parfaitement descriptive et on comprend très bien ce qu'il y a dedans. Mais ça donne une forme de cohérence à la gamme qui, lorsqu'il y a des clients qui voudraient servir des apéritifs à leurs amis qui ne soient pas faits qu'à base de whisky et de gin, vous arrivez avec quatre bouteilles de ce produit-là ou d'un autre, mais celui-là en particulier parce que il est très beau dans son emballage et c'est le sujet de notre émission. Eh bien, c'est que lorsqu'on met un couvert, on met des belles assiettes et des beaux couverts pour que la table soit belle. Eh bien, lorsqu'on sert un apéritif et qu'on a une belle carafe d'eau avec de l'eau gazeuse ou plate, et puis qu'on a des jolies bouteilles de sirop, ça fait partie de la façon de montrer à ses invités qu'on les respecte et qu'on s'est donné du mal pour eux. Alors bravo aussi à Lysipe pour avoir fait ça. Et puis le dernier exemple, c'est celui que j'ai déjà cité tout à l'heure, c'est Kaliéos avec ses huiles 1, 2, 3. Et Kaliéos, lui aussi, ce sont des gens qui travaillent avec des designers professionnels, ça se voit. Et parce qu'ils ont décliné tout un tas de produits, ils font des olives, ils font des tartinables. J'ai goûté récemment un produit à base d'artichaut fait par eux. Voilà, mais eux, ils sont rentrés dans une identité graphique très très codée, très maîtrisée. Et comme la marque existe depuis au moins 10 ans, 10 ans sous cette forme-là, l'actuel propriétaire de Kalios dirait oui, ça existe depuis mon arrière-grand-père qui faisait ci, qui faisait ça. Avant, il était là dans son champ d'olivier. Et puis, ce que tout le monde raconte un peu, il y a toujours un peu cette histoire dans l'épicerie fine du oui, j'ai repris ce que faisaient mes anciens. Moi, j'en avais assez de travailler dans la banque et donc j'ai décidé de faire de l'épicerie fine parce que la vie est courte et faut pas s'habiller triste. Et alors, je le caricature un peu, mais sans aucune méchanceté. Mais voilà, mais c'est aussi un métier de professionnel. Alors, on a le droit de changer de direction, mais il faut rester professionnel. On peut pas être que dans l'intuition ou que dans l'héritage. Il faut apporter sa patte. Et Kalios l'a fait de façon remarquable. Et lorsqu'un produit de Kalios arrive, qu'il soit nouveau, il fait référence en termes graphiques, en termes de typographie. On l'identifie tout de suite. Eh oui, on le reconnaît. Et du coup, si tu devais résumer tout ça et dire, selon toi, c'est quoi un bon packaging ? Un bon packaging, c'est un packaging d'abord qui a une fonction de communication, c'est-à-dire qui doit donner l'information dont le consommateur a besoin. Ça, c'est la première chose. Faut que je me permets de rebondir là-dessus parce que j'ai interviewé déjà Beau Cacao
qui fait aussi du coup des très beaux packaging sur le chocolat, qui me disait ils avaient dès le départ des très beaux packaging, mais qu'ils ont dû refaire parce qu'en fait il n'y avait pas assez d'histoire. Enfin, les clients c'était très beau, mais en fait quand ils prenaient le paquet, ils savaient pas de quoi il s'agissait. Du coup, ils ont été obligés de refaire les choses. Absolument, absolument, Mm. absolument. Il faut absolument maîtriser quelle est l'information qu'on a envie de donner au client final. Ce qui est un exercice extrêmement complexe en épicerie fine. Parce que l'épicerie fine enfin, l'étiquetage des produits alimentaires a énormément de contraintes. Mm. Il faut dire ce qu'il y a dedans. Il faut mettre des logos qui sont dessinés par Bruxelles pour dire que les femmes enceintes n'ont pas le droit de prendre ça, que patati patata, enfin des choses très, très importantes. Mais il y a quand même beaucoup de normes qui heureusement sont sous forme de petits logos aujourd'hui, qui sont obligatoires sur beaucoup de produits, ce qui en clair vient un peu dénaturer Mm. les choix graphiques que quelqu'un est obligé de faire. Et puis la deuxième chose, c'est donc la réussite du packaging, c'est informer très clairement le consommateur sur qu'est-ce qu'il a entre les mains et donc qu'est-ce qu'il va mettre dans son estomac, parce qu'à un moment on va quand même le manger. Mm. C'est pas comme un disque qu'on achète, hein, si on l'écoute pas, on va pas devenir sourd. Et puis le deuxième élément, c'est est-ce qu'on peut le garder. Moi, tous les boutons des vestes que j'achète, quand j'achète une veste, on me donne toujours 3 boutons de plus parce que on va en casser un ou on Mm. va en perdre un, donc il y a 3 boutons de plus. Eh ben, moi, je range ces boutons-là dans une très jolie boîte qui est un emballage alimentaire. Je conserve ça et je range ce que je veux garder précieusement dans ce Mm. genre de choses. Alors, je suis pas collectionneur et ça, c'est juste moi. Mais finalement, je m'aperçois quand je vais chez des amis qu'il y a plein de gens qui font ça aussi. Et, euh, et donc, un bel emballage est aussi quelque chose qu'on n'a pas envie de jeter. Mm. Quand on voit que les boîtes des iPhones, dont tout le monde reconnaît, pour ceux qui connaissent, qui l'ont déjà vu, la boîte est juste techniquement parfaite. Mm. Il y a aucune erreur. Je ne parle pas du design, je parle de la fabrication de la boîte. La boîte est Mm. absolument magnifique, que ce soit un, un MacBook ou un autre produit de chez Apple, c'est impeccable. C'est Mm. probablement vrai aussi pour d'autres marques, mais en tout cas, c'est vrai pour celle-là. Et j'ai constaté que sur le Bon Coin, il y a des gens qui vendent des boîtes vides. Non. Si, le packaging a de l'avenir. Ah, c'est dingue. Ils vendent ça combien? Trop cher. Et puis, s'il est beau aussi, tu as plus tendance peut-être à le laisser exposer, le laisser sorti. Ça me facilite aussi d'intégrer dans ta routine la consommation de ce produit. Ou moi, je parle beaucoup de l'achat cadeau aussi en épicerie fine. On achète beaucoup aussi pour offrir. Et là, l'importance du packaging a encore une fois toute sa place. Comme tu disais, ça montre aux gens l'attention que tu leur portes. Absolument, absolument. Ouais, absolument. Mais l'emballage, mais je prends un exemple extrêmement simple. On est au mois de juin. On est dans quelques jours en juillet. Ça va être l'heure de l'été. Posons-nous la question, et puis à chacun d'y répondre en fonction de ses. Lorsqu'on est invité à un dîner, on sait qu'il y a une dizaine de personnes. Qu'est-ce qui a plus d'allure? D'arriver avec 2 bouteilles de rosé ou d'arriver avec un magnum de rosé? Mm. Chacun trouvera sa réponse. Moi, j'ai mon opinion là-dessus. Et oui, c'est faire plaisir. Mm. Et encore une fois, tu le disais tout à l'heure, dans un rayon où il y a des dizaines et des dizaines de références, effectivement, quand tu n'as pas l'épicier qui est là pour te parler de l'histoire derrière ou pour te parler de tel ou tel bienfait nutritif ou quoi, oui, tu choisis que sur le visuel. On Enfin, choisit que sur le visuel. C'est pour ça que l'amateurisme, et ça, c'est des erreurs qu'on a constatées parce que euh, peut-être ceux qui nous écoutent se disent oui, mais alors qu'est-ce qu'il faut faire? Comment est-ce que je pourrais éviter de tomber dans les pièges? Le premier piège, c'est de ne pas faire appel à un professionnel. Je parle de design. Euh,
J'ai pas complètement terminé mon propos tout à l'heure lorsqu'on parlait de l'étiquette. Il y a beaucoup de choses à dire dessus. Alors, on parlait des contraintes légales, mais il y a une deuxième chose qui s'est imposée, c'est le Made in France, le fabriqué en France. Alors, pourquoi, comment je pense que là, on est plus dans une logique politique que dans une logique de produit, parce qu'il n'y a pas que des produits fabriqués en France qui sont bons. Donc il y a une dimension qui dépasse l'environnement purement culinaire. Et ben voilà, mettre un drapeau bleu blanc rouge sur toutes les étiquettes des produits, de tous les produits d'épicerie fine, bon ben vraiment c'est une non-information. Mm. Euh, la façon dont c'est utilisé, parfois ça vient dénaturer le propos même de l'emballage qui va être fait. Et puis, il y a l'amateurisme que le professionnel évitera en tant qu'homme de marketing, ayant travaillé pour cette marque de papier qui, encore une fois, on est dans un, je reviens sur mon univers personnel. Mais moi, je fabrique du papier et je dois vendre ce papier à des designers. Et pour vendre ce papier avec ce designer, je suis obligé de mettre le papier en situation d'être apprécié par un designer. Donc, je montre à quelqu'un qui est censé être mon père en termes de design quelque chose que je fais moi-même. Donc, forcément, l'exposition à la critique, elle est multipliée par 10. Mm. Et donc, les codes graphiques, la principale erreur qu'on retrouve partout, c'est sur la typographie. La typographie, c'est le lettrage. Regardez le nombre de documents sur lesquels vous avez 2, 3 typos différentes. Je ne dis pas que c'est beau ou que c'est pas beau. La question n'est pas là. La question, c'est est-ce que c'est lisible Mm. et est-ce que la hiérarchie de ce que l'on doit lire est évidente ou pas. Alors là, on commence à toucher à un domaine un peu plus précis. Et il m'est arrivé de donner des conseils à différents producteurs qui avaient une étiquette qui était largement perfectible. Je pense notamment à un moutardier qui fait un produit magnifique. Il produit lui-même sa graine de moutarde plutôt que d'aller l'acheter au Canada comme 90% des moutardiers. Lui, il fabrique sa graine de moutarde en France. Et, euh, et son étiquette était un peu confuse, largement perfectible. Et il me dit, ah mais oui, non mais là, non mais moi je peux pas changer l'étiquette, Christophe. Ah bon, et pourquoi vous pouvez pas changer l'étiquette? Bah parce que c'est un copain qui fait ça pour me rendre service, donc c'est toujours un peu embêtant. Et puis si je lui demande de changer, il me dit qu'il n'est pas d'accord. Et puis moi j'ai pas les arguments pour changer. Alors évidemment, je comprends très bien que tout le monde ait envie de mettre la main à la pâte et d'essayer de le faire, à la limite de l'amateurisme et à la limite finalement c'est le consommateur qui perd son information. Il y Mm. a eu au Musée des Arts Décoratifs de Paris, il y a quelques jours, une exposition d'un designer graphique qui est celui qui a fait le logo de Canal+. Alors, pour ceux qui regardaient la télévision dans les années 90, euh, on se rappellera tous que ce logo de Canal+ est devenu finalement une charte graphique avec une identité incroyable et que, quelle que soit l'émission que pouvait produire Canal+, le Mm. logo de cette émission nous rappelait immédiatement sur quelle chaîne on était. Mm. Bon, alors c'est une marque iconique. Je parle pas de Canal+, mais je parle de l'artiste qui a travaillé là-dessus, qui est exposé au Musée des Arts Décoratifs. Enfin, voilà. Donc, c'est pas parce qu'on fait de la moutarde qu'on doit faire les choses plus mal ou avec moins d'intérêt ou avec moins de motivation ou avec moins de perception qu'une chaîne de télé qui, à l'époque, apportait quand même une sacrée révolution dans l'image. Mm. Le graphisme, c'est un art appliqué et donc, il faut l'appliquer. Et ce sera beaucoup mieux. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et alors juste pour finir sur ce propos, la typographie, donc le lettrage, le dessin d'une lettre, Mm. euh, je connais le typographe qui a fabriqué la typographie d'Air France. Mhm. Air France, pas une petite société, Air France. Et alors je me disais, mais finalement, quel est le point commun entre Air France et une marque de confiture?
Bah, en fait, fabriquer sa propre typographie, c'est un investissement de quelques centaines d'euros. Il y a des gens qui savent parfaitement créer une typographie pour un montant, j'ai envie de dire, non significatif. Je ne veux pas Mm. dire dérisoire, mais non significatif. C'est pas significatif. Mm. Et alors, ça va tout changer. Si en plus ce producteur d'épicerie fine euh, s'inscrit dans la durée et qui fait pas juste une mousse de tourteau et puis il va s'arrêter là. Mm. Il y avait un nouvel exposant au prix des Épicures cette année. C'est la première fois qu'il venait. Il fait tout lui-même. Il pêche, il fabrique, il cuisine, il fait tout, il fait tout, il fait tout. Il a gagné. Il a gagné. Et il a déjà une dizaine de produits. Mm. Qui va donner des conseils de graphisme à cette personne? Naturellement, personne. Ça ne peut se faire que par relation. Et, euh, et j'ai bien vu qu'il était déjà conscient en voyant ce que faisaient les autres, parce que c'est quelqu'un qui observe, qui regarde un peu, et il s'est dit, oula, et moi j'ai déjà un bon produit, j'ai une belle collection, Mm. il faut que je m'attache à l'emballage de mon produit. Mm. Oui, qu'il n'avait pas encore travaillé, lui. Il a gagné Pas complètement, pas complètement, pas complètement. par lui-même avec les moyens qu'il avait Ben à ce oui, moment-là. forcément. Mm. Je trouve que c'est tellement dommage, comme tu dis, quand ils mettent toute leur énergie, toute leur passion dans la confection de leurs produits et que bah, c'est pas perçu à sa juste valeur en fait, parce qu'il y a juste cet aspect-là n'a pas été travaillé comme il le méritait, quoi. Absolument. Et est-ce qu'il y a, de ton point de vue, des spécificités propres au packaging alimentaire? Des spécificités techniques. Oui, ou d'étiquetage, de... Alors, oui, 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 absolument. Il y a un élément qui est très important et on touche le sujet de l'éco-responsabilité et de Mm. l'écologie. Euh, bon, d'abord, il y a les normes alimentaires. Les produits doivent être agréés food contact, enfin contact alimentaire. Mm. Ce sont des normes qui changent régulièrement. Il faut s'adapter en permanence. Donc là, on est vraiment dans la technique pure. Il faut avoir des produits qui soient aptes aux contraintes administratives pour le bien-être de chacun, de ne pas mettre des choses mauvaises dans son estomac. Après, il y a une autre contrainte, c'est la réutilisation de cet emballage. Quand on parle d'éco-responsabilité, j'ai presque envie de dire, euh, oui, oui, dites-le, mais faites-le. Mm. D'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de dire que vous le faites. Faites-le. Il n'y a personne qui va dire aujourd'hui, mon produit n'a pas été éco-conçu. Mm. Ils le sont tous. C'est plus le débat. C'est plus le débat. Moi, je suis un homme qui vient du papier. Il n'y a pas un seul papier dans le monde, mais ça déjà depuis des dizaines d'années, qui n'est pas éco-responsable. Mm. Ils le sont tous. On nous a massacrés en nous disant n'imprimez pas votre email parce que vous tuez la forêt. C'est un mensonge. C'est une erreur. Mm. Et d'ailleurs, on le voit bien. Maintenant que les gouvernements font la guerre au plastique, vous ne pouvez plus rentrer dans un supermarché sans sortir avec 15 sacs en papier. Mm. Ah, oui, mais il y a 20 ans, c'était pas déjà comme ça? Si. Et alors, on le disait pas? euh, Ben non. Mais pourquoi est-ce qu'on le disait pas? Parce qu'on savait. Mais oui, mais bon, bref, on rentre dans la politique. Mm. Donc, pour sortir de la politique et donner des conseils à nos auditeurs sur l'emballage, l'élément numéro un dominant et de mon point de vue totalement incontournable, c'est la circularité. La circularité, qu'est-ce que c'est? C'est j'achète quelque chose, quand le circuit de consommation, de traitement et de retraitement est terminé, qu'est-ce qui se passe vraiment? Enfin, échangeons avec des gens qui ont 20 ans, 30 ans. Mm. C'est même pas un débat pour eux, c'est obligatoire. C'est obligatoire, c'est obligatoire. Si la circularité n'est pas maîtrisée, ça pose un problème. Alors,
Nous, dans l'emballage d'alimentaire ou l'emballage d'épicerie fine, la question est un peu plus simple. Le verre se recycle, les couvercles se recyclent, si on est capable de les trier et que ceux qui ramassent le tri soient Mm. capables de le retraiter correctement, parce que c'est encore une autre affaire. Il y a beaucoup de progrès à faire dans le ramassage et dans le respect de Mm. l'ordre dans lequel ça a été ramassé pour le retraiter. Et puis, il y a un élément qui est extrêmement simple, c'est la colle. Une étiquette, elle est collée sur une bouteille, sur un carton, sur du verre. Ça vous agace pas, vous, quand vous n'arrivez pas à décoller l'étiquette? Moi, Mm. ça m'insupporte. Parce que finalement, cette colle qu'on va essayer d'enlever pour pouvoir réutiliser le bocal, par exemple, Mm. euh, elle va où la colle? Elle va dans le siphon de mon évier. C'est vrai. Et l'eau qui est dans le siphon de mon évier, elle va où? Ben, j'en sais rien, à la poubelle. Ah oui, à la poubelle. Voilà, donc c'est ces questions-là qu'il faut se poser. Et Et donc, d'ailleurs, il existe, oui, des colles sans solvant, des trucs hydrosolubles et tout. Pourquoi c'est pas la norme, en fait? ça s'appelle le lobbying. Mm. Mais oui, parce qu'on peut pas tout faire en un jour. On peut pas tout faire en un jour. La pizzeria qui est au coin de la rue, qui a plastifié son menu pour, juste Mm. avec un coup d'éponge, représenter une carte propre. C'est un non-sens écologique. Cette carte plastifiée est littéralement indestructible. On va la retrouver dans l'estomac des dauphins. C'est évident. Alors que imprimer une feuille de papier, en imprimer 1000 d'un coup, ça coûte le même prix que d'en imprimer 200. Que j'en Mm. imprime 200 ou que j'en imprime 1000, c'est le même prix, à part le prix du papier. Et le prix du papier, c'est 20% du coût Mm. total. Donc c'est marginal. C'est peut-être pas marginal pour des tout petits ou des très grands qui font du cost killing. Mais bon, si le sujet c'est l'écologie, euh, c'est bien de changer son menu tous les Mm. jours. C'est Mm. bien de jeter ses vieilles cartes et enfin, toutes les conditions sont réunies pour que chacun porte une attention plus forte, Mm. particulière à l'écologie, à la circularité, Mm. à l'intelligence de l'industriel pour que l'écosystème fonctionne mieux. Bon, bah, sur le sujet qui nous intéresse, qui est celui de l'épicerie fine, j'ai envie de dire, c'est assez simple à aborder. Mm. Les techniques sont pas très compliquées. C'est les bonnes encres pour imprimer. C'est le papier, c'est pas un sujet parce qu'ils sont tous écologiques. La colle, bah faut pas faire n'importe quoi. J'ai rencontré il y a quelques semaines un petit producteur de soupe de poisson. Il y a une belle étiquette qui est collée. Bon, il faut qu'il change de colle. Et justement, j'en profite pour te poser une question. Moi, on m'avait toujours dit que, enfin, quand on est dans le milieu de l'épicerie fine, voilà, du luxe, on veut des belles finitions, on veut des marquages à chaud, on veut des choses comme ça. Et c'est vrai qu'on m'avait toujours dit que c'était pas très écologique d'avoir un fer à dorer, un film de marquage et tout. Et au Lutzpack, où on s'est rencontrés, qui aujourd'hui d'ailleurs oriente toute la communication autour du packaging durable, il y avait Kurtz qui m'a dit qu'en fait, non, en dessous d'un certain pourcentage de couverture, c'était parfait, ça n'empêchait pas du tout la recyclabilité, qu'en plus, ils travaillent vraiment maintenant à revoir leurs films pour beaucoup moins de plastique, tout ça. Est-ce que c'est vrai alors qu'on peut quand même recycler des étiquettes, des emballages qui ont du fer, qui ont des belles finitions? Alors la réponse est oui, oui. La réponse est oui, mais pourquoi? De l'or à chaud. Alors, on dit or parce que c'est le mot qu'on utilise, Mmh. mais l'or peut être de l'argent, peut être du bronze, peut être du rouge, du vert, toutes les couleurs, du blanc, du noir, du brillant, du mat, etc., etc. Évidemment, comme il y a un côté métallisé, tout le monde se dit naturellement métal sur papier égale pas bien, donc pas ça. Et bah forcément, les fabricants de films se sont complètement réorganisés. On parlait de Curse, il y a aussi Folco en Angleterre, il y en a Mmh. d'autres.
Ces gens-là ont des gammes qui sont aujourd'hui totalement recyclables. Mmh. Il y a la notion de recyclable, la notion de recycler, la notion de circularité. À partir du moment où c'est recyclable, la partie circulaire fonctionne. Quand on achète une bouteille dans un supermarché, il y a quelques jours, j'ai acheté une bouteille de Coca sans sucre dans une station-service. On ne peut plus enlever le bouchon complètement. Le bouchon Mmh. reste accroché à la bouteille. Bon, bah pourquoi? Bah, pour éviter que le bouchon se perde et qu'on le retrouve dans l'estomac d'un merlu, alors que la bouteille, on va la mettre dans la poubelle recyclée de plastique. Donc, non, franchement, les industriels sont des professionnels. Euh, Tout le monde travaille de façon sérieuse. Le sujet est extrêmement important dans toutes les industries. OK. En tout cas, tu me rassures parce que voilà, moi j'aime les belles finitions, j'aime les beaux papiers. Du coup, c'était vraiment un gros dilemme pour moi, l'utilisation de ces marquages à chaud. Voilà et donc C'est, tu c'est, me dis que c'est- ça n'empêche pas, Non, non, ça n'empêche pas, ça n'empêche pas, ça n'empêche pas. La seule chose qui devient totalement impossible et qui d'ailleurs n'est plus pratiquement plus proposée, c'est le pelliculage. Ouais, bah, ça, il m'avait expliqué aussi qu'ils avaient une nouvelle technologie, Voilà, voilà, avec une autre matière beaucoup plus fine et tout, voilà. mmh, Non, tout le monde s'est adapté, c'était ouais. obligatoire. C'était obligatoire. J'ai l'impression, en tout cas, que dans le monde du design, des graphistes, Favini, aujourd'hui a fait un peu sa place, voilà, en proposant des papiers aussi un peu, innovants en termes avec des résidus de l'industrie agroalimentaire, mais j'ai l'impression que maintenant c'est une technologie aussi qui est reprise par d'autres papetiers, et c'est assez génial. Est-ce que c'est aussi vertueux que ce qu'on peut penser, La question est subtile. La question est subtile. Les papetiers ont tous le même problème ou tous les mêmes contraintes industrielles, c'est que pour fabriquer un papier, faut en fabriquer 3 tonnes. Or, 3 tonnes, on a l'impression que c'est un garage entier rempli de papier, mais c'est 6 palettes de papier. Donc, une palette, ça fait un mètre de côté, puis 1,50 m de Mmh. haut. Donc, finalement, c'est un volume qui n'est pas si important que ça. On peut faire du papier, on peut pas faire de papier sans bois. Enfin, sans bois, sans fibre de cellulose. Et cette fibre de cellulose, on peut rajouter d'autres éléments à l'intérieur. Alors la vraie question, et c'est celle qui est posée, c'est est-ce que c'est des éléments qui servent à améliorer le traitement des déchets ou à faire de la décoration pour lui donner un petit côté séduisant? Ma réponse est plutôt la deuxième. C'est pas l'industrie du papier qui va révolutionner le traitement des t-shirts jetés par les grandes marques Mmh. de vêtements. C'est sûr, c'est sûr. Alors, ça y contribue, oui, bon, d'accord. Bon, en tout cas, sur la deuxième partie, c'est réussi. En effet, voilà, l'ajout de matières voilà, naturelles comme ça, quels que soient les papetiers, font vraiment des papiers super originaux, très beaux, très agréables, très Ah, mais sensoriels. il y a des choses magnifiques. Il y a un fabricant de café, une très grande marque industrielle, qui voulait utiliser le marc de café pour faire du papier avec. On peut faire ça. On peut rajouter un certain pourcentage de déchets de café dans le papier. Après, forcément, ce qui est ajouté comme ça d'autres, c'est de la fibre de cellulose en moins. Donc, on peut quand même se dire que... Oui, 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 oui. Non, non, mais il y a un bénéfice, il y a un bénéfice, il y a un bénéfice. Mais la question étant assez précise, est-ce que c'est bon Mmh, ou est-ce que c'est pas bon? La réponse est, bah, c'est mieux de le faire que de ne pas le faire. Est-ce que ça va régler le problème mmh, ou est-ce que ça va avoir une part suffisamment significative pour qu'elle soit crédible? Je ne pense pas. mmh. Ah, quand je dis je ne pense pas, c'est mon avis finalement n'a pas beaucoup d'importance, mais il Ah, suffit, si, de- il si, ça suffit, en il a. suffit- non, mais il suffit de faire des mathématiques. Mmh, Regardez le volume de choses qui sont des déchets et voyons ce que ça retraite. ouais. On est dans la domaine du, de D'anecdotique. l'unité, de l'unité du pourcentage.
Ok. Oui, sur ces papiers-là, c'est une minorité d'ajouts extérieurs et la fibre de cellulose reste quand même la Ah majorité. oui, 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 bien sûr, bien sûr, Ok. bien sûr. Est-ce que tu as un peu des chiffres juste pour... Bah, Enfin, un on, ratio on peut pas rajouter, on peut pas faire un papier avec moins de 80% de fibres de cellulose, qu'elles soient recyclées ou Ah, ok. pas. D'accord. Alors on peut mettre des fibres alternatives, on peut mettre du coton, on peut mettre du chanvre, on peut mettre du bambou. Il y a des fibres alternatives à la fibre de cellulose. Hmm. Euh, et on va pas faire ça avec des épluchures de pommes, ça c'est sûr. Ouais. Ok. Est-ce que, en dehors de cette question d'éco-responsabilité, et heureusement que c'est une vraie question, est-ce que tu saurais prédire peut-être des tendances à venir sur le packaging, et notamment bien sûr le packaging alimentaire, sur l'aspect technique, mais aussi l'aspect plus esthétique? Est-ce que tu as vu des tendances déjà se dessiner sur ces dernières années, et est-ce que tu saurais en prédire quelques-unes? Ben alors, ce que j'observe, c'est plus de clarté dans l'information qui est donnée. Donc une tendance que j'ai vue au cours de ces dernières années en ayant dirigé ce prix du packaging, c'est que finalement le producteur fait ses choix en termes de l'information principale qu'il a envie de communiquer et comment est-ce qu'il arrive à le rendre visible et compréhensible. Hmm. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a observé, et tant mieux. Euh, voilà. Le challenge pour les années à venir, c'est de continuer à donner cette information absolument essentielle aux consommateurs, tout en limitant la dépense qui ne sert à rien. Hmm. Donc, je ne suis pas, je ne lis pas dans le mar de café, mais en tout cas, ce que je vois, c'est que ça se simplifie. Donc, pour répondre à cette question, j'utilise deux mots: une tendance avec plus de clarté et une évolution sur plus de simplicité. Et plus de simplicité, ça ne veut pas dire un papier blanc avec quatre mots écrits avec une lettre noire, hein. Ça peut être l'inverse. Ça peut être un papier noir avec quatre lettres écrites en blanc. Hmm. Dans tes différentes interviews et tout, tu parles aussi, même dans tes conférences, je crois, tu parles beaucoup de l'importance du détail, et comment l'importance du détail peut justement vivre avec cette simplicité, Ben, la simplicité, le détail, forcément, il va exploser dans quelque chose qui sera encore plus simple. Parce que euh, de prêter attention à un détail noyé dans un univers d'informations extrêmement chargé, il y a des gens qui risquent de passer à côté. Donc finalement, plus de clarté, plus de simplicité et une très grande attention aux détails, c'est finalement ce détail qui va faire la différence. Et c'est ce détail qui va apporter la simplicité et la clarté. Donc tout ça fonctionne ensemble. et c'est là où c'est bien d'avoir un professionnel pour... Ben, oui, oui, je pense le professionnel, c'est d'abord les gens qui font du design graphique. Enfin, Parce que souvent, justement, ils ont envie peut-être de trop en dire, mais c'est de tentant. trop raconter. C'est tentant, c'est très tentant de vouloir trop en dire. On a tellement de choses à dire, je suis passionné, j'adore ce que je fais. Ah, mais il y a ci, il y a ça, il y a ci, il y a ça, j'ai envie de tout raconter. Non, racontez tout ce que vous voulez sur votre site internet. Mais allez-y, allez-y. Il manque un truc, rajoutez une page. Vous voulez en dire plus sur l'éco-conception de votre produit, mais faites une page spécifique là-dessus. Euh, je vous invite à aller voir les sites internet des quatre exemples que j'ai cités. Ils sont différents, les objectifs sont différents, il y en a qui donnent tel un tout type d'information, d'autres pas. Mais, simplicité de la lecture, importance du détail. Et puis si on a envie d'aller creuser sur plus Mm. d'informations, tous les moyens de communication qu'on peut avoir, à commencer par les podcasts, grande tendance de Mm. communication de ces années qui viennent de se passer, de celles qui vont venir. Euh,
je participais à une conférence sur les tendances de communication. Et le deuxième exemple qui était donné, c'était le podcast. Parce que le podcast est un format qui donne du fond. On a le temps de parler. Voilà. Ceux qui nous écoutent encore maintenant sont des gens qui sont curieux, qui ont envie d'en savoir plus. On parlait de la simplicité, de la clarté. Oui, pour les curieux, pour ceux qui ont la curiosité de vouloir en savoir plus. Il y a la curiosité qui est franchement une démarche intellectuelle, alors que le sens du détail peut être juste émotionnel. Je rajoute ce détail-là, et celui qui a une perception par son intelligence émotionnelle plus fine que d'autres, ou plus exacerbée, ou plus consciente, va les voir. Il y a un dénominateur commun, c'est l'histoire vraie. On veut de la vérité. On ne veut pas de faire quelque chose pour soi. Soit on décide de se divertir, soit on veut de la vérité. Et alors, ce qui est très étonnant, c'est que les chaînes de streaming, 80%, pas 20%, pas 50%, pas 80% de ce qui est regardé sont ou des documentaires, histoire vraie, ou des biographies, histoire vraie. Ben voilà, 80% de ce que les gens regardent sont des histoires vraies. Je veux apprendre quelque chose. Étonnant, hein? Donc, notre sujet d'épicerie fine, c'est un peu cette même histoire. On parlait tout à l'heure de la confrérie du camembert. Ben oui, ben si je veux manger un camembert, je veux un vrai camembert avec du lait cru, moulé à la louche, avec 45% de matière grasse, avec un truc qui sent la vache et qui sent pas le lait pasteurisé. Et c'est peut-être ça qui va... Je ne sais pas si ça va nous sauver, mais en tout cas, ça va rendre notre vie plus agréable. Je pense qu'il y a, on le dit, c'est un peu un acte politique, d'acheter en épicerie fine aussi, de dire oui, j'ai envie de savoir aussi où l'argent que je donne va, à quelle personne, à quel producteur, voilà, de savoir vraiment ce qu'on mange, comment ça a été fait. Ben oui, forcément. Faire vivre le commerçant qui est à côté, aller acheter son pain chez le boulanger et aller acheter sa confiture dont on sait que c'est fabriqué par non pas des industriels mais des amoureux de la confiture. Je n'ai strictement rien contre les industriels. Chacun doit faire son métier et il y a tout un tas de gens qu'il faut nourrir et qui n'ont pas les moyens de rentrer dans une épicerie fine tous les jours. En revanche, ceux qui en apprécient le goût et qui sont capables de sentir la différence parce qu'ils ont eu la chance d'avoir été infusés, chacun y trouve son compte. Il faut apporter du bon dans sa cuisine, il faut apporter du beau dans sa cuisine. La cuisine est un espace de création parce que finalement notre émission parle beaucoup de créativité. Créativité dans la recette, créativité culinaire, créativité dans la communication qui va en être faite, quels sont ses codes, comment ça va fonctionner, est-ce que c'est écologique ou pas. Mais finalement, à l'arrivée, tous ces produits sont destinés à un endroit, la cuisine. La cuisine est la pièce dans laquelle nous y passons tous le plus de temps. Plus que dans notre salon, plus que dans notre salle de bain. Alors peut-être pas notre lit, mais voilà, la cuisine énormément. Donc cette cuisine qui reste un espace de création finalement, il faut de la méthode, mais il faut aussi un peu d'impulsion et pour déclencher cette créativité, forcément, lorsqu'on a une belle bouteille d'huile d'olive, une belle tablette de chocolat, un bon produit tartinable, un bon beurre, un bon camembert. Il n'y a plus qu'à trouver la bonne bouteille de vin. Et je voulais revenir juste sur l'importance du détail, sur l'attention au détail. Pourquoi c'est encore plus important quand on se positionne sur du haut de gamme, sur des produits premium? Parce que le premium est dans le détail. Le premium est dans le détail. Quelle est la différence entre une chemise à 40 € et une chemise à 150 €? C'est le détail. C'est pas la marge que va faire le fabricant, c'est le détail. Donc le détail, la maîtrise du détail, c'est la garantie, c'est la garantie de la valeur.
par rapport à ceux qui veulent faire du volume. Mm. Aujourd'hui, les gens cherchent la valeur. La valeur va dans le détail d'un bon café, le détail d'un bon stylo, le détail d'un bon téléphone, d'un bon ordinateur. Mm. En gros, le détail, c'est quoi? C'est est-ce que j'ai compris comment fonctionnait l'autre et est-ce que je suis capable de lui fournir ce dont il a besoin? Quand on fait une confiture à la rose et que on arrive à sentir immédiatement l'arôme de la rose dans la confiture, c'est en ouvrant le pot que je vois que le détail de cette saveur est respecté, Mm. alors qu'ils avaient pris le soin et le temps de le dire sur leur étiquette. Je le dis et je le fais. Et ce que je fais, je le prouve. Mm. Et je voulais te faire dire aussi, je sais plus, dans un de tes interviews, j'avais lu, tu disais que quand on veut dire à son client, vous êtes important pour moi, il faut accorder un soin extrême au support, qu'on ne s'adresse pas pareil à un client qui achète un produit à quelques milliers d'euros ou à quelques dizaines d'euros dans le cas de l'épicerie fine, qu'un produit. Et oui, on est sur le thème principal de comment est-ce que je dis à l'autre que je l'aime et qu'il est important pour moi. Ouais, il faudrait qu'une entreprise puisse être capable de dire à son banquier, sans vous, vous savez, monsieur le banquier, Mm. j'existerai pas, alors que tout le monde déteste son banquier. On devrait être capable de dire à son fournisseur, sans vous, je ne sais pas fabriquer la confiture que je fais parce que il me faut les fraises que Mm. vous cultivez. Et il faut que je dise merci. Et donc finalement, tout ça est une histoire de reconnaissance de la valeur. Quand il s'agit de la valeur humaine, Mm. on parle d'amour. Mm. et, euh, et, Moi, je parle beaucoup d'amour, j'y crois très fort. et tous ces gens-là qui sont capables d'exprimer ça travaillent forcément avec un esprit un peu passionné dans la tête. Et quand on travaille avec passion, on travaille mieux. D'abord, on travaille plus et on se fatigue moins. Et, et à l'arrivée, ceux qui le perçoivent, j'espère, sont plus contents. Mm. Écoute, c'est la transition parfaite avec ma dernière question, qui est une question plus personnelle. Oui, Dans tout ce que tu entreprends, il y a une vraie volonté, une vraie recherche d'excellence. Est-ce que tu as des conseils à partager justement pour avancer dans cette quête d'excellence? oui, toujours avancer. Mm. Ne rien lâcher, toujours avancer. Ah, moi, je suis karatéka. Donc je pratique les arts martiaux depuis toujours. Je suis instructeur. On peut reculer, mais pour avancer. Ah bah écoute, ça me va très bien. On se dirige doucement vers la fin de cette interview. Je vais terminer avec mes quelques questions rituelles si tu veux bien. C'est quoi ton meilleur souvenir gustatif culinaire, la meilleure chose que tu aies mangée? Alors, c'est un homard à l'américaine parce que c'est un goût de mon enfance. C'était mon grand-père qui préparait ça chaque été parce que nous sommes tous nés dans ma famille entre le mois d'août et le mois de septembre. Mmh. D'un point de vue purement rituel, à cette période de l'année, il y avait un homard à l'américaine qui arrivait sur la table et le goût, ça, voilà, c'est Mmh. le goût de ma famille, le goût de mon enfance, et Ah donc super. c'est très émotionnel. Est-ce que ça va peut-être rejoindre ce que tu nous as déjà partagé, mais est-ce que tu as un coup de cœur, une marque, que tu aimerais faire découvrir? Oui, il y a une marque que j'aime beaucoup, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est les Mmh. sirop D'accord. euh, parce que c'est un produit qui est extrêmement facile d'utilisation, qui est extrêmement bon en goût et puis qui nous fait boire un peu moins de gin avec du tonic. Je pense qu'on a tous un peu abusé pendant les confinements. D'accord. Est-ce que c'est une question difficile, si tu trouves pas, c'est pas grave. Est-ce que tu te souviens de ton dernier achat impulsif design, c'est-à-dire, voilà, tu en as pas besoin mais tu achètes parce que c'est joli, alimentaire, bien sûr, d'épicerie fine? Justement, aller dans une épicerie fine et tu as acheté un truc juste parce que c'était beau alors que tu en avais pas forcément besoin sur le moment? Oui, une boîte de sardines. Ah! Une boîte de sardines parce que en fait le bon, moi j'aime bien les jolies choses et donc je suis tombé il y a quelques jours sur une boîte de sardines que j'ai trouvée extrêmement belle. Je ne mange jamais de sardines parce que j'y pense pas en fait,
Mais voilà, j'ai acheté cette boîte de sardines, donc j'ai dépensé la somme épouvantable de 3,80 € pour avoir une magnifique boîte de sardines que je vais finir par ouvrir un jour. Ok, donc tu peux pas encore nous dire si c'est aussi bon que beau. Non, Tu l'as pas encore dégusté, non. d'accord. Est-ce que tu as en tête le nom de la marque? Oui, c'était la Belle-Illoise. D'accord, ok. Est-ce que toi, tu as des actualités que tu aimerais partager? Ah, ben, en termes d'actualité, j'encourage ceux qui nous écoutent encore d'écrire. Et le travail d'écriture, c'est finalement un travail de partage. Évidemment, il y a un travail personnel. J'ai écrit un livre sur mon expérience personnelle et professionnelle que tu as eu la gentillesse de décrire tout à l'heure. Ce travail a fait beaucoup de bien à celui qui le fait. Et puis finalement, et je le dis avec force parce que comme je suis édité à compte d'auteur, je connais tous mes lecteurs. La très grande majorité d'eux m'ont répondu en me disant Christophe, merci d'avoir fait ce livre parce que par rapport à cette expérience et ce que tu cherches à transmettre, moi j'ai mieux compris ça, ou ça m'a aidé à faire ça, ou ça m'a fait prendre conscience que voilà. Donc l'actualité, c'est pour moi la sortie de ce livre qui est tout neuf. Et mon invitation par rapport à mon actualité, c'est même si c'est 4 lignes, écrivez. Bon, par contre, je sais pas combien de plaquettes de chocolat N.Pro j'ai mangé en écrivant ce livre. Et où est-ce qu'on peut te contacter de manière privilégiée? On peut me contacter, j'ai un site internet puisque je suis entrepreneur maintenant. Et le nom de mon entreprise s'appelle AIDOMA. Et donc le site c'est aidoma.net. Eh bien, merci beaucoup Christophe pour ton temps, merci pour tout ce que tu nous as partagé, j'ai appris plein de trucs, c'était passionnant. Merci, à très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié et que vous avez envie de soutenir ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vous abonner et à laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Et moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.